Donc je vais vous faire un petit rappel de cours sur les équilibres hydrosodés, donc sur le cours de Monsieur Head. D'abord, on va voir le bilan hydrique. Qu'est-ce que c'est le bilan hydrique? C'est le bilan de l'eau qu'on a dans l'organisme. Et cette eau qu'on a dans l'organisme, elle reste à peu près la même d'un jour à l'autre. Évidemment, on ne va pas perdre 3 litres d'eau en un jour sans en gagner, ou l'inverse, prendre 3 kilos d'eau en 2 jours, ou alors, sauf dans des étapes pathologiques. Et donc ça, c'est régulé grâce à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est un principe qui nous dit que les entrées d'eau sont égales aux sorties d'eau, ce qui fait qu'on a toujours la même quantité d'eau dans l'organisme. Donc, les entrées d'eau, qu'est-ce qu'elles comprennent? Les entrées, ça va être l'ingestion d'eau directe, c'est-à-dire on va prendre une bouteille ou un verre d'eau et on va boire. Ça va être l'absorption intestinale. L'absorption intestinale, ça va être quand on mange. Quand on mange, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup d'eau, comme les fruits, les légumes qui en contiennent énormément. Il y a des légumes qui contiennent jusqu'à 90% d'eau. Et donc, on va absorber cette eau. Voilà. Et le métabolisme. Le métabolisme, vous savez que dans les grandes voies métaboliques de base, dans le cycle de Krebs, etc., on va créer des molécules d'eau. Et les sorties, qu'est-ce que ça va être? Les sorties, ça va être les pertes insensibles qu'on ne sent pas, donc les sueurs, les muqueuses pulmonaires, ça va être la salive aussi, qui est très minoritaire. Et on va avoir, en plus de ça, l'eau dans les selles, l'eau dans les urines, qui est donc la majorité des sorties d'eau, ça va être l'eau dans les urines, et ça va être le moyen qui est le plus régulé, c'est très très finement régulé les urines, et donc qui permet de réguler notre bilan hydrique. Donc l'état d'hydratation, on distingue deux états d'hydratation. On va distinguer l'état d'hydratation extracellulaire, donc qui est le volume extracellulaire, qui est la volémie efficace. Donc le volume extracellulaire n'est pas mesurable par l'organisme, mais la volémie efficace est mesurable par l'organisme et elle reflète ce volume extracellulaire. Et donc le volume extracellulaire dépend lui du bilan sodé. Et à l'inverse, on a l'hydratation intracellulaire. L'hydratation intracellulaire est mesurable par l'organisme et non mesurable par l'observateur, donc par nous, parce qu'on ne peut pas mesurer une pression intracellulaire, etc. Elle dépend du bilan hydrique, on le verra après. Et donc, cette hydratation intracellulaire est régulée par l'osmolarité efficace, régule l'osmolarité efficace, qui, elle, est mesurable par l'observateur, et donc qui reflète de l'hydratation intracellulaire, évidemment, parce que si l'osmolarité efficace baisse, eh bien, ça veut dire qu'on a plus d'eau, donc plus d'hydratation intracellulaire, et à l'inverse, si elle augmente, on a moins d'eau. Et cette osmolarité efficace est la même dans tous les compartiments de l'organisme, grâce au phénomène d'osmose. On revient donc sur la volémie efficace. La volémie efficace est contrôlée par le volume extracellulaire, la pression ocotique du plasma, donc la pression qu'elle exerce sur les membranes vasculaires, le débit cardiaque et les résistances vasculaires périphériques. Et un petit rappel sur ce qu'est une solution, sur la tonicité des solutions. Donc la tonicité, c'est l'osmolarité efficace. L'osmolarité efficace, c'est quoi? C'est l'osmolarité totale auquel on retire l'osmolarité des solutés qui sont diffusibles à travers les membranes cellulaires, c'est-à-dire l'urée et le glucose. Donc ça va être osmolarité totale, moins l'osmolarité de l'urée, moins l'osmolarité du glucose. Donc une solution isotonique, c'est une solution qui a la même tonicité que le plasma, donc à peu près à 300 milliosmoles par litre. Une solution hypertonique, ça va être une solution qui a une osmolarité plus élevée que celle du plasma, donc plus élevée que 300 milliosmoles par litre. Et une solution hypotonique, c'est une solution qui a une osmolarité efficace moins élevée que celle du plasma. Donc le contrôle du bilan sodé. Voilà, on peut voir ici la magnifique boucle du bilan sodé, qui est un enfer, mais vous allez voir qu'il se comprend assez rapidement. Donc le bilan sodé, il va contrôler le volume extracellulaire, comme on l'a dit dans les diapos d'avant. Donc l'hydratation extracellulaire dépend du bilan sodé. Et donc ce bilan sodé est contrôlé par cette boucle,
où on voit ici le volume extracellulaire. Le volume extracellulaire qui agit sur la volémie efficace. Et donc la volémie efficace va réguler les hormones natriurétiques. Les hormones natriurétiques, natri fait rapport à la natrémie. La natrémie, c'est la concentration de sodium dans le sang. C'est-à-dire que donc, les hormones natriurétiques, urétique fait référence à l'urine, et donc ça va être le relargage de sodium dans les urines. Et donc la natriurèse, c'est ça, c'est le relargage de sodium dans les urines. Donc les hormones natriurétiques vont permettre de réguler ce sodium dans les urines, et donc de réguler le stock sodé en fonction de la perte ou de la réabsorption de sodium. Ce qui va réguler donc le stock sodé, c'est la quantité de sodium dans l'organisme, et ce qui va réguler indirectement la natrémie, qui est la concentration de sodium dans l'organisme. Il faut bien faire attention à différencier les deux. Et la natrémie va jouer énormément sur l'osmolarité efficace, puisque vous savez que l'ion sodium est l'ion le plus représenté dans l'organisme, et donc il va beaucoup influer sur l'osmolarité efficace, qui est aussi influée par le stock hydrique. Mais le plus important, c'est donc le volume extracellulaire, qui est régulé par ce stock sodé, puisque évidemment quand on perd du sel, on perd aussi de l'eau, et donc qui agit sur la volémie efficace, qui agit sur ses hormones, sur la natriurèse, sur le stock sodé, et ça fait une boucle comme ça, qui va permettre de réguler très finement le bilan sodé. Le bilan hydrique qui contrôle cette fois l'hydratation intracellulaire. Donc l'hydratation cellulaire, on voit ici qu'elle va donc être mesurable par l'organisme, et suite à cette mesure, l'organisme va nous dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. On a deux voies, soit l'activation des centres de la soif. Quand on est en hypohydratation intracellulaire, on va activer ces centres de la soif. Ces centres de la soif, c'est juste des endroits dans notre cerveau qui vont nous dire il faut boire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher de l'eau et on va aller boire, et donc ça va réguler nos apports hydriques. Et à l'inverse, ça va réguler également l'ADH, qui va donc réguler les pertes hydriques. Donc d'un côté, on a les apports hydriques, et de l'autre, les pertes hydriques. Donc l'ADH, qui est l'antidiurétique hormone, qui permet la réabsorption d'eau, donc qui permet de reprendre de l'eau dans l'organisme, donc qui empêche les pertes. Et si on régule cette hormone, on peut, soit si on empêche la production d'antidiurétique hormone, ça va nous permettre de relarguer de l'eau, et si on augmente la production d'antidiurétique hormone, ça va nous permettre de réabsorber de l'eau. Voilà, donc tout ça, ça influe bien sûr sur le stock hydrique, donc la quantité d'eau dans l'organisme. Et le stock hydrique influe sur l'hydratation intracellulaire. Et on a une boucle comme ça, qui va agir indirectement sur donc, le volume extracellulaire également, puisque le stock hydrique, c'est la quantité d'eau totale de l'organisme, et par des phénomènes d'osmose, ça va agir également sur le volume extracellulaire, qui est régulé également par le stock sodé. Voilà pour la boucle du bilan hydrique. Maintenant les troubles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme trouble, qu'on soit en hyperhydratation, en hypohydratation? Qu'est-ce que ça va générer dans l'organisme, et quelles sont les pathologies? Donc l'hyperhydratation, on a deux types d'hyperhydratation, qu'on verra après sur les diagrammes de Pitts plus facilement. On va avoir l'hyperhydratation intracellulaire et l'hyperhydratation extracellulaire. L'hyperhydratation intracellulaire, qu'est-ce qu'elle va donc nous créer dans notre organisme? D'abord un dégoût de l'eau, puisque je rappelle que l'hydratation intracellulaire influe sur donc le contrôle des apports hydriques sur les centres de la soif, ici. Donc les centres de la soif, si on a trop d'eau, ils vont être désactivés au point d'avoir un dégoût de l'eau, voire des vomissements. On va avoir des troubles de la conscience, puisqu'on va avoir trop d'eau, et on va avoir une hyponatrémie puisque on va avoir le même stock sodé pour plus d'eau, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une concentration en sodium qui va être plus basse. En extracellulaire, qu'est-ce qui se passe? Si c'est en interstitiel, on va avoir des œdèmes généralisés, c'est-à-dire que l'eau va sortir en
entre les cellules, et donc on va avoir des œdèmes, ça veut dire des gonflements généralisés donc dans tout le corps. Et si c'est dans le plasma, une hyperhydratation extracellulaire, ça va créer une hypertension artérielle. Évidemment, si on a plus d'eau pour des vaisseaux qui sont de même taille, ça va créer plus de pression sur ces vaisseaux, et donc on va avoir une hyperhydratation. On va avoir une baisse de la protidémie, puisqu'on a le même stock de protéines, mais qu'on a plus d'eau, donc une concentration en protéines a baissé. De même pour l'hématocrite, parce qu'on va avoir le même stock de globules rouges avec plus d'eau. Et donc on peut avoir une baisse de l'hématocrite sans baisse de la protidémie. Ça, c'est créé par... c'est donc une anémie. Du côté des déshydratations, qu'est-ce qu'on peut avoir dans les déshydratations? On va avoir les déshydratations intracellulaires et extracellulaires, comme pour les hyperhydratations. En intracellulaire, comme on l'a vu pour la boucle, on va avoir la soif qui va arriver. On va avoir de la fièvre, une sécheresse des muqueuses parce qu'on va avoir moins d'eau, des troubles de la conscience, voire coma si voilà, on n'a pas assez d'eau, et une hypernatrémie parce qu'évidemment l'eau est abaissée pour le même stock sodé, donc une concentration en sodium qui est augmentée. En extracellulaire, on va avoir des plis cutanés. Les plis cutanés, qu'est-ce que c'est? On prend sur le bras, on pince, on lâche, et là, vous voyez que la peau revient totalement à son état de base, alors que quand on a un pli cutané, et bien quand on va pincer, il va y avoir un petit temps où on va avoir la marque de nos doigts, et donc c'est ça un pli cutané, qui montre qu'on n'a pas assez d'eau, donc pas assez d'élasticité dans la peau. Donc ça c'est pour le côté interstitiel. Et pour le plasma, on va avoir une hypotension, puisqu'on va pas avoir assez d'eau, donc moins de pression sur les parois vasculaires, une tachycardie pour essayer de compenser cette hypotension, et donc une augmentation de la protidémie et de l'hématocrite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais dans le sens inverse. Donc voilà les diagrammes de Pitt dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va avoir ici sur l'axe vertical, on va avoir l'anatrémie, que ce soit en extracellulaire ou en intracellulaire, et ici on va avoir le volume. Donc à droite le volume extracellulaire et à gauche le volume intracellulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une surcharge hydrique primitive? Une surcharge hydrique primitive, c'est une augmentation du stock hydrique en extracellulaire, c'est-à-dire que donc on va avoir une perturbation initiale où on va avoir d'un coup plus d'eau en extracellulaire sans avoir plus de sodium ou moins de sodium, c'est-à-dire que on va avoir le même stock sodé. Donc on va avoir une natrémie qui va être abaissée puisqu'on a plus d'eau pour le même nombre d'ions sodium, le même stock sodé. Donc on va avoir comme ça une hyperhydratation extracellulaire et donc une hyponatrémie. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'était pour la perturbation initiale. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des phénomènes d'osmose. Des phénomènes d'osmose donc qui sont des phénomènes passifs. Et donc on va essayer de rééquilibrer un petit peu ça grâce au volume intracellulaire. Donc ce qui va se passer, c'est que l'eau qui est en surplus ici va passer du côté intracellulaire pour essayer d'équilibrer un petit peu et de rabaisser le volume extracellulaire. Donc l'eau va passer jusqu'à ce que les concentrations en sodium soient équilibrées de part et d'autre de la membrane. Et donc on va se retrouver ici avec une hyponatrémie généralisée, donc en intracellulaire et en extracellulaire, et donc une hyperhydratation intracellulaire et extracellulaire. Ça, c'est pour l'équilibre. Donc on a un patient qui est hypotonique puisqu'il a une hyponatrémie. Et le stock sodé reste toujours le même. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de contrôler ici? On va essayer de contrôler le volume extracellulaire pour essayer d'avoir une tension normale, etc. Donc, on va avoir l'intervention de la boucle sodée, parce que notre perturbation initiale était en extracellulaire. Donc, on a l'intervention de la boucle sodée, et donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir l'eau qui va revenir, l'hydratation qui va revenir à un niveau normal, mais la natrémie va être exactement la même,
Donc on va avoir une hydratation extracellulaire normale, une volémie efficace normale, c'est-à-dire que le volume va être normal, la tension va être normale, et par contre on va toujours avoir une hyperhydratation intracellulaire et le patient va toujours être hypotonique. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'une restriction hydrique, donc essayer de moins boire d'eau. Ensuite, un déficit hydrique primitif. À l'inverse, donc avant on avait une surcharge hydrique, maintenant on a un déficit hydrique. C'est l'inverse, c'est tout simplement on perd de l'eau extracellulaire sans perdre de sodium. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la perturbation initiale? On va avoir un abaissement du volume extracellulaire, évidemment on perd de l'eau, donc on a un plus petit volume, et on va avoir une augmentation de l'osmolarité efficace, puisqu'on perd de l'eau sans perdre de sodium. Ensuite, donc on a les phénomènes d'osmose qui entraînent l'équilibre. L'équilibre il est atteint toujours quand les concentrations sont égales de part et d'autre de la membrane. Et donc l'eau va diffuser du compartiment intracellulaire vers le compartiment extracellulaire pour essayer d'équilibrer les concentrations. Et qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? Une concentration équilibrée, mais donc qui va être hypernatrémique, donc hypertonique. Et on va avoir moins d'eau dans le volume intracellulaire, évidemment, puisqu'il est diffusé vers le volume extracellulaire. Donc on va avoir une déshydratation intracellulaire. Et on n'a pas pu transférer assez d'eau en extracellulaire, donc on va toujours avoir une déshydratation extracellulaire. Voilà pour l'équilibre. Et le stock sodé reste toujours le même, puisqu'on est en déficit hydrique primitif. Ensuite, on a intervention de la boucle sodée, toujours pour réguler le volume extracellulaire, puisque la perturbation est en extracellulaire. Et donc la boucle sodée, elle va nous ramener un volume extracellulaire normal, une volémie efficace normale, et donc ce qui va nous rester par contre, c'est une déshydratation intracellulaire, puisqu'on ne va pas pouvoir agir sur l'intracellulaire avec la boucle sodée, et donc une hypertonicité, puisqu'on n'agit pas non plus sur la natrémie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Dans ces cas-là, il faut hydrater le patient avec une solution isotonique de glucose pour qu'il regagne une natrémie normale et un volume intracellulaire normal. Ensuite, la surcharge sodée primitive. Donc la surcharge sodée primitive, c'est quand on a trop de sodium en extracellulaire. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on a trop de sodium? On va toujours vouloir respecter le principe d'électroneutralité. Donc on va toujours vouloir équilibrer les concentrations et le volume intracellulaire. Qu'est-ce qu'il va faire pour ça? Puisqu'on ne peut pas transférer de sodium entre les membranes, on va transférer de l'eau. Donc phénomène d'osmose. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau du compartiment intracellulaire va diffuser vers le compartiment extracellulaire. Donc évidemment, on va avoir moins d'eau en intracellulaire. On va avoir une hypernatrémie qui est un petit peu abaissée, mais qui reste toujours en hypernatrémie. Et puisqu'on a diffusé de l'eau vers le compartiment extracellulaire pour équilibrer les concentrations, on va avoir une hyperhydratation extracellulaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait intervenir comme boucle cette fois? On fait intervenir la boucle hydrique pour essayer de ramener un volume intracellulaire normal. Donc, la boucle hydrique va intervenir. Donc, lors d'une surcharge sodée primitive, on va avoir une déshydratation intracellulaire. On le voit ici, une hypernatrémie, une hyperhydratation extracellulaire. Donc une hypernatrémie qui est généralisée, puisque évidemment il y a eu des phénomènes d'osmose, et pour respecter le principe d'électroneutralité, la natrémie s'est équilibrée de part et d'autre de la membrane. Donc on va faire intervenir la boucle du bilan hydrique pour réguler l'hydratation intracellulaire. Et donc la boucle du bilan hydrique, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'on n'a pas assez d'eau, eh bien on va demander à notre organisme d'en apporter. Donc on va avoir contrôle des centres de la soif et de l'ADH. Donc on va réabsorber de l'eau grâce à l'ADH au niveau du rein, et en même temps on va apporter de l'eau en buvant, tout simplement. Et donc apporter de l'eau, qu'est-ce que ça nous fait? Ça va donc augmenter le volume intracellulaire, tout en abaissant
la natrémie, parce que si on a la même quantité de sodium et qu'on apporte de l'eau, donc on le dilue, donc on abaisse la natrémie. Voilà, et donc on va revenir à un volume intracellulaire normal, mais on ne peut pas abaisser le volume extracellulaire en apportant de l'eau, évidemment. Donc il va nous rester, à la fin de la boucle hydrique, il va nous rester une hyperhydratation extracellulaire. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Donc une réduction sodée pour apporter moins de sodium, puisque à la base on avait une surcharge sodée, et on peut prescrire des natriurétiques qui vont permettre de relâcher du sodium dans les urines. Voilà pour la surcharge sodée primitive. Ensuite, pour le déficit sodé. Alors, le déficit sodé, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on va perdre du sodium seulement en extracellulaire. On perd toujours en extracellulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de perturbation initiale en intracellulaire, ça va être toujours extracellulaire. Donc, le déficit sodé, on perd du sodium, et donc on va avoir, on le voit ici, une hyponatrémie en extracellulaire. Qu'est-ce qui va se passer après osmose? Évidemment, pour compenser ça, c'est l'eau qui va bouger entre les membranes, toujours. Et donc, on va essayer d'abaisser la natrémie ici pour avoir la même de part et d'autre de la membrane. C'est-à-dire que l'eau va diffuser du volume extracellulaire vers l'intracellulaire. Et donc, on va se retrouver avec une hyperhydratation intracellulaire, puisqu'on a apporté de l'eau, et une hypohydratation extracellulaire, puisqu'on a enlevé de l'eau du volume extracellulaire. Et avec toujours une natrémie abaissée, mais un peu moins, et qui est équilibrée de part et d'autre de la membrane. On fait intervenir la boucle hydrique qui va intervenir sur le volume intracellulaire, toujours. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Comme on a trop d'eau, elle va en relarguer, c'est-à-dire que on va abaisser la production d'ADH et on va bloquer les centres de la soif. Donc on va pas prendre d'eau et relarguer de l'eau au niveau du rein sans relarguer de sodium. Donc c'est-à-dire que on va avoir le volume intracellulaire qui va revenir à la normale et la natrémie qui va revenir à la normale, puisque on va perdre de l'eau sur une natrémie qui était abaissée. Donc on perd de l'eau en gardant toujours le même stock sodé, et donc on revient à une natrémie normale. Donc on a une hydratation intracellulaire normale, isotonique, et il nous reste par contre une déshydratation extracellulaire, puisque si on perd de l'eau, on ne peut pas regagner de l'eau en extracellulaire. Et donc une hypovolémie efficace, puisque l'hydratation extracellulaire est liée à la volémie. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Un apport intraveineux d'une solution isotonique de NaCl et une restriction hydrique. Donc, ne pas prendre d'eau, évidemment, on essaye d'en perdre, mais on va apporter une solution isotonique de NaCl pour essayer de ramener le volume extracellulaire à la normale tout en gardant la natrémie normale. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un peu lourd, mais j'espère que vous avez réussi à comprendre quelques trucs là-dessus qui sont pas évidents à la base. Et je vous laisse avec les exos qui vous permettront de comprendre un peu mieux, je pense. Bonjour, moi c'est Camille et je vais vous présenter l'exercice numéro 1. Donc, l'énoncé: lors de la soirée, le révérend presbyte décide de ne pas boire d'alcool, dû à sa religion. Il ne boit que de l'eau. Donc, première question: déterminer la nature du trouble initial. Ensuite, représenter ce trouble sur le diagramme de Pitts et indiquer le sens du flux d'eau. Et en troisième question, montrer la situation à l'équilibre, indiquer l'état d'hydratation des compartiments ainsi que leur osmoralité. Donc soit hypoosmoralité, hyperosmoralité ou isoosmolarité. Donc on va direct regarder la correction avant de faire la deuxième partie. Lors de la soirée, donc ça c'est l'énoncé, la réponse au petit a de la question 1, c'était: le trouble initial est une surcharge hydrique primitive, étant donné que le révérend, comme c'est dit dans l'énoncé, il boit que de l'eau. Donc ça va augmenter le volume hydrique du secteur extracellulaire. Et donc, je peux mettre un pointeur. Et donc ça augmente donc sur les côtés. Et la hauteur, qui est la natrémie, va baisser parce que ça va diluer le secteur extracellulaire. Donc ça augmente le volume et ça baisse la natrémie. Donc on se retrouve en surcharge hydrique primitive.
Le flux d'osmose, il va toujours du compartiment le moins concentré au plus concentré. Donc là, le moins concentré, c'est le secteur extracellulaire. Donc il va aller du secteur extracellulaire au secteur intracellulaire. Ça, c'est l'osmose, donc c'est l'eau qui va passer par effet d'osmose. Et ensuite, à l'état d'équilibre, donc puisque l'eau est passée au secteur intracellulaire, elle a dilué le secteur extracellulaire qui augmente de volume et dilué donc baisse de la natrémie. Et en même temps, puisque l'eau est sortie du secteur extracellulaire, de ce côté-là, il y a une baisse, on voit qu'il y a eu une baisse du volume ici, ça s'est diminué, et une augmentation en même temps de la natrémie, parce qu'on a diminué la dilution de tout à l'heure, donc on a reconcentré un peu le volume extracellulaire et déconcentré, enfin dilué le volume intracellulaire, le secteur intracellulaire. Donc ça c'est pour la partie 1 de l'exercice 1. La partie 2. Alors l'énoncé, c'était à partir de ce schéma-là, à partir de tous les diagrammes de Pitts, que représente la hauteur du rectangle et sa largeur. Ici, quelle est la nature du trouble initial sur ce schéma, sur ce diagramme de Pitts ici. Représenter le flux d'eau, montrer la situation à l'équilibre, quelle boucle de régulation va donc agir sur ce diagramme-là, sur cette situation, et quelle sera la situation finale en intra puis en extracellulaire après intervention de la boucle de régulation. Donc, alors, la hauteur du rectangle, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente la natrémie ou l'osmoralité, donc concentration en osmole efficace de sodium dans un compartiment. Quant à sa largeur, ça représente le volume du compartiment. Le trouble initial ici, on voit que le volume est toujours à la normale. Par contre, la natrémie, elle est augmentée au niveau du secteur extracellulaire. Donc c'est une surcharge sodée primitive. Et ensuite, l'eau ici, par le phénomène d'osmose, va aller du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire, car c'est celui qui a la concentration la plus basse, la natrémie la plus basse, la concentration en osmole la plus basse, et ça va jusqu'à la concentration en osmole la plus haute, donc dans ce sens-là. De ce fait, ça dilue le compartiment extracellulaire. Donc si il est dilué, on voit une augmentation du volume parce qu'il y a eu de l'eau qui est passée dans le secteur extracellulaire, et il est dilué, donc ça a abaissé, bon ça se voit pas très bien, mais ça a dû abaisser la natrémie. Par contre, du côté intracellulaire, d'où venait l'eau, ça a diminué le volume, et donc ça a concentré la quantité d'osmole, donc ça a augmenté l'osmoralité du côté intracellulaire. Donc à l'équilibre, ça donne ça. Et ensuite, la boucle qui est ici, qui va réguler cette situation, ça va être la régulation du bilan hydrique, donc la boucle hydrique, qui va s'occuper du volume intracellulaire. La boucle de régulation sodée va normaliser le volume extracellulaire, alors que la boucle hydrique va normaliser la situation intracellulaire. Donc on va passer, elle va normaliser la volémie ainsi que la natrémie du côté intracellulaire en rajoutant de l'eau en fait, donc ça va diluer le volume intracellulaire. Et par contre du côté extracellulaire, la natrémie est normalisée mais il reste un volume augmenté. Donc une surcharge sodée. Donc voilà, on se retrouve pour les troubles acido-basiques. Donc toujours le cours de Monsieur Ed, et on va voir comment on peut qu'est-ce que l'équilibre acido-basique et quelles sont les pathologies de l'équilibre acido-basique et comment on peut les régler. Voilà, donc le corps humain de base doit être un pH à 7,4. C'est une valeur très précise, très régulée, 7,4 pour bien fonctionner. Et les perturbations, il n'y a que des perturbations qui peuvent faire varier le pH, sinon ça reste toujours à 7,4. Voilà, et donc c'est régulé par plein de systèmes,
Et le tampon le plus important, ça va être le tampon HCO3-, qui sont les bicarbonates, et donc qui va répondre à la réaction suivante, c'est-à-dire un HCO3- plus un ion H+, donc les ions H+, qui sont responsables de l'acidité, qui va créer un H2CO3, et H2CO3 va se dissocier en H2O et en CO2 dissous, et le CO2 dissous va donc se transformer en CO2 gazeux et va pouvoir être éliminé par les poumons, tout simplement. Il est régulé par deux organes, les poumons et le rein. Les poumons pourquoi? Pour le CO2, et le rein pour l'autre côté de l'équation, les bicarbonates, donc le relargage ou la réabsorption de bicarbonate. Les régulations pulmonaires et rénales. La régulation pulmonaire, donc quand on est en hypoventilation, eh bien on va avoir plus de CO2 gazeux, donc plus de CO2 dissous, donc plus de H2CO3 et donc plus de tout ça. Donc on va déplacer toute l'équation vers la gauche. Donc lorsqu'on respire avec peu de cycles par minute, une partie du CO2 a le temps de se transformer en H+. Alors si on déplace l'équilibre vers la formation de H+, on acidifie l'organisme. Et donc à l'inverse, une hyperventilation, on va donc relarguer plus de CO2, donc l'équation va se déplacer vers la droite, et donc l'organisme va devenir plus basique, puisqu'on va consommer du pH pour créer du CO2. On va consommer des ions H+, pour créer du CO2, et donc le pH de l'organisme devient plus basique. Et le rein, lui, joue sur la réabsorption d'HCO3-, donc la régulation pulmonaire, c'est un mécanisme qui est assez rapide, tandis que la régulation rénale, c'est un mécanisme plus lent. Donc, une acidose métabolique, c'est l'évacuation urinaire de bicarbonate qui augmente, et ainsi le Na+ est aussi évacué vers les urines si on relâche des ions avec une charge négative, on relâche également des ions avec une charge positive, et donc c'est le Na+ qui va accompagner l'HCO3-. Et donc les Na+ rejoignent l'urine par le transporteur H+, Na+. Ainsi la concentration en H+ de l'organisme augmente et l'organisme s'acidifie, puisque lorsqu'on relâche un Na+, on réabsorbe un H+. L'alcalose métabolique, à l'inverse, l'évacuation diminue, et pour respecter l'électroneutralité, le Na+ est réabsorbé, et donc par le même fonctionnement, donc par un transporteur H+, Na+, et donc les H+ de l'organisme diminuent, puisqu'ils sont relargués, tandis que les Na+ sont réabsorbés, et l'organisme devient donc plus basique. Voilà, donc un magnifique diagramme de Davenport, comment ça se présente. On va avoir donc les ions bicarbonate sur l'axe vertical, et sur l'axe horizontal, on va avoir le pH. Le pH avec la droite de pH normal qui est à 7,4. Les bicarbonates normales à 24. Donc quand tout se passe bien, on est ici. Donc nous, en général, quand on n'a pas de pathologie, on se trouve ici sur ce point au croisement des deux droites normales. Avec donc un isobar normal, c'est-à-dire une pression en CO2 qui est normale, et une droite métabolique normale. La chlorémie, petit aparté, elle augmente quand la concentration en HCO3- diminue. C'est-à-dire que moins on a d'HCO3-, si on diminue en HCO3-, on va avoir une chlorémie qui augmente pour garder le même nombre de charges négatives. A l'inverse, la kaliémie, elle augmente quand le pH diminue. Quand le pH diminue, on va avoir plus d'ions H+, et on sait que la kaliémie est liée aux ions H+, positivement, c'est-à-dire que plus on va avoir d'ions H+, plus on va relarguer d'ions potassium. Donc, on va avoir une kaliémie qui augmente quand les ions H+ augmentent, donc quand le pH diminue. Le calcul du pH, il est tout simple, on utilise la formule pH égale 6,1 plus log de la concentration en bicarbonate sur la pression en CO2 qu'on multiplie par A, qui est donc le coefficient du CO2.
c'est le coefficient de solubilité, la constante de solubilité. Il faut toujours respecter l'unité de la constante de solubilité du CO2 pour qu'elle soit la même que celle de la pression, enfin qu'elle soit en accord avec celle de la pression, toujours en essayant d'utiliser le système international. S'il est en millimol, alors la concentration en bicarbonate doit être en millimol. Si c'est en kilopascal, on doit être en kilopascal, pour toujours que les unités s'annulent entre elles et qu'on n'ait pas de décalage de 10 ou 10 puissance 3 dans nos calculs. Et on peut également calculer la concentration en HCO3- en modifiant la formule, c'est-à-dire que donc 6,1 passe de l'autre côté, donc on a pH moins 6,1 égale log de HCO3 moins sur ACO2 fois PCO2. Pour transformer un log, on fait 10 puissance, donc on va avoir 10 puissance pH de 6,1 sur HCO3- égale à HCO3- sur ACO2 fois PCO2, et donc on multiplie le tout par ACO2 sur PCO2, et on va avoir ACO2 fois PCO2 fois 10 exposant pH moins 6,1 qui est égal à la concentration en bicarbonate. Vous pouvez la retrouver assez facilement. Donc le diagramme de Davenport, ça je l'ai déjà expliqué, donc je reviens pas trop dessus. En abscisse, la graduation de pH, en ordonnée, la concentration en millimol des bicarbonates, et donc en conditions normales, on se trouve ici sur le point A. Si le point se déplace sur la droite isobare normale, alors il s'agit d'un trouble métabolique pur, puisque la concentration est la même en PCO2, donc la concentration en CO2 est la même. Donc c'est un trouble métabolique pur qui ne touche pas les poumons. Et si le point se déplace sur la ligne tampon, alors il s'agit d'un trouble respiratoire, puisque ici la concentration en CO2 va changer, et donc pas la ligne tampon. Alors, une acidose respiratoire. On commence le premier cas, une acidose respiratoire. Une acidose respiratoire, ça peut être, donc c'est dû à une hypoventilation. Une hypoventilation, donc on va moins ventiler, donc on va avoir une concentration en CO2 qui va augmenter. On voit ici que la concentration est supérieure à 5,2 kPa, alors que quand elle est normale, elle est égale à 5,2 kPa. Donc la droite va être déplacée. Et donc c'est une acidose, donc on voit qu'on est déplacé vers la gauche. Donc déplacement, si c'est respiratoire pur, on se déplace le long de la ligne tampon. Et donc le point B, c'est quand c'est en cours de compensation. Ce qu'on va chercher à faire en premier dans ces cas-là, c'est toujours retrouver un pH normal. Le but de l'organisme, c'est toujours d'avoir un pH normal à 7,4. Donc quand on va essayer de compenser, on va compenser en se rapprochant de la ligne du pH normal. C'est-à-dire que donc on va se déplacer sur la ligne respiratoire, sur la droite respiratoire, pour pouvoir essayer de se rapprocher du pH normal. Donc le long de la droite isobare, supérieure à la normale, et donc avec une augmentation de pH pour retrouver la valeur de consigne. Et le point C, c'est l'acidose respiratoire totalement compensée. Le pH est revenu à la valeur de consigne. Le trouble initial est donc complètement compensé, mais il n'est pas corrigé puisqu'on a toujours des HCO3- qui sont très supérieurs à 24. Et donc compenser, c'est différent de corriger. Corriger, c'est quand on revient au point normal. Compenser, ça veut dire qu'on arrive à un pH qui est normal pour l'organisme, mais ça ne veut pas dire que toutes nos valeurs autour ne sont pas faussées. Donc, une acidose compensée, ça va toujours être sur cette droite. Et en cours de compensation, ça va toujours être plus proche de cette droite que le point de trouble de base. Une alcalose respiratoire, donc c'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est dû à une hyperventilation. On va avoir une concentration en CO2 qui est abaissée. Donc le pH va être augmenté, puisque c'est une alcalose. Donc on va avoir un déplacement le long de la ligne tampon, avec le point A qui se trouve ici, donc sur une droite isobare qui est inférieure à la normale, avec une diminution du pH. On va avoir, lorsqu'on est en cours de compensation, une diminution du pH progressive le long de la droite isobare,
pour pouvoir toujours essayer de se rapprocher de 7,4. Et le point C, c'est quand c'est totalement compensé, mais on voit que toujours on a un problème au niveau des HCO3-, puisque c'est ça qui nous ont permis d'aider à compenser, mais on va en avoir donc moins, et donc c'est pas un état qui est stable. L'acidose métabolique, on rentre dans les troubles métaboliques. Alors, l'acidose métabolique, c'est-à-dire qu'on a un problème au niveau métabolique, donc l'isobar est normal, on est sur une PCO2 qui est normale, mais on va avoir un problème au niveau de la ligne tampon. On va avoir une ligne tampon qui est déplacée et une acidose. Donc on est inférieur à 7,4, déplacement le long de la ligne isobar normale avec diminution du pH. Quand on est en cours de compensation, c'est pareil, on va toujours essayer de se rapprocher des 7,4 le long de la ligne tampon avec une augmentation du pH pour retrouver sa valeur de consigne. Donc j'ai pas dit à quoi étaient dues les acidoses métaboliques. Ça peut être dû à des pertes intestinales en HCO3-, HCO3- qui est basique, donc si on perd de l'HCO3-, on va s'acidifier. Et donc ça peut être dû également à des intoxications par des acides tels que l'aspirine est acide, ou bien par une acidocétose diabétique. Et donc le point C, on revient à la normale, et pareil, on va avoir des HCO3- qui sont abaissés. L'alcalose métabolique, c'est la même chose, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on se déplace toujours le long de la ligne isobar normale avec une augmentation du pH cette fois. La PCO2 est normale. C'est dû à quoi? C'est dû à une augmentation des HCO3-, c'est bien l'inverse du cas d'avant. Ça peut avoir comme origine des vomissements, donc des pertes en acide gastrique. Il y aura un déséquilibre de l'équation en faveur des composés basiques, dont l'HCO3-. Ça peut être dû à un excès d'apport en HCO3-, tel qu'une intoxication au bicarbonate, c'est possible. Le point B, en cours de compensation, se déplace le long de la ligne tampon, toujours pour ramener un pH à 7,4, et retrouver la valeur de consigne. Et le point C, donc les points sont inversés, mais donc là, ça serait le point A, le point B, le point C. Et donc on se retrouve avec des bicarbonates qui sont augmentés par rapport à la normale. Les troubles mixtes. Les troubles mixtes, ça peut arriver, donc une acidose mixte, ça peut être respiratoire et métabolique, et une alcalose mixte, pareil, respiratoire et métabolique. Et donc ce sont les points qui sont situés entre les deux droites, donc entre les isobars et la ligne tampon. Donc la zone A pour les acidoses, puisque le pH est plus bas, et la zone B pour les alcaloses, puisque le pH est plus haut. Donc ça va être toutes les zones de troubles mixtes. Et on remarque que ici, ce ne sont pas des zones de troubles mixtes, puisque ce sont des zones de troubles purs en cours de compensation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le point B, qui est dans cette zone-là, c'est une alcalose métabolique en cours de compensation. Alors, le 3 ionique, qu'est-ce que c'est que le 3 ionique? Le 3 ionique, c'est la formule suivante. Donc, c'est Na++ plus K+, auquel on va enlever les CO, les Cl-, et les HCO3-. Donc, un 3 ionique normal, ça correspond à une concentration située entre 10 et 15 millimoles par litre. Ça veut dire que on va avoir plus de Na+, et de K+, que de l'addition de Cl- et d'HCO3-. Et un 3 ionique supérieur à 15, c'est digne d'une acidose métabolique. Parce qu'on va avoir trop d'ions positifs, donc les K+, qui varient dans le même sens que les H+. Donc si on a plus d'H+, on va avoir plus de potassium. Donc un 3 ionique qui sera augmenté. Donc pour les troubles de l'équilibre acido-basique, je vous laisse avec les exercices et vous allez comprendre mieux comment manier un diagramme de Davenport. Et voilà, c'est tout pour moi. Alors maintenant, on va s'attaquer à l'exercice 2. Donc, question 1, à partir du schéma à droite, quel est le trouble présenté à droite? Question 2, quelles peuvent être les causes de ce trouble? Question 3, comment se trouvait-il compensé? Comment évolue alors le pH, la concentration en bicarbonate et la pression en CO2? Et quel est le pH du patient avant compensation? Donc tout d'abord, ce schéma-là, ce qu'on regarde, c'est les courbes.
l'isobare normal, la courbe d'évolution normale de bicarbonate. Donc là, on voit que le point, il reste sur l'isobare normal. Donc déjà, ça ne peut pas être un trouble respiratoire. Donc c'est un trouble métabolique, forcément. Ensuite, le point est supérieur à 7,4, donc c'est une alcalose. Et puisque le point est parfaitement sur la courbe, c'est une alcalose métabolique pure. Si elle était ici, en dehors de l'isobare normale, ce serait en compensation. Mais là, c'est pile poil sur la courbe, donc c'est pur. Ensuite, quelles peuvent être les causes de ce trouble? Donc, on est en alcalose métabolique, donc on a perdu des acides. Donc, soit c'est par vomissement, parce que quand on vomit, donc c'est par rapport la différence entre vomissement et perte intestinale. Vomissement, c'est des pertes gastriques, donc on perd des acides, alors que les pertes intestinales, ça va être plus des pertes de base, je vais enlever, des pertes de base, donc ça va acidifier le corps. Donc là, c'est une alcalose, donc c'est des pertes d'acide, donc c'est des vomissements. Et sinon, ça peut être par une intoxication au bicarbonate, donc l'augmentation des bicarbonates, donc de base, donc alcalose. Donc ça, voilà. Ensuite, comment ce trouble est-il compensé et comment évolue alors le pH, la concentration en bicarbonate et la pression en CO2? Donc ce trouble, il va être compensé par l'opposé de cette situation, donc l'acidose respiratoire. Et pour faire une acidose respiratoire, il va falloir garder la pression en CO2. Il faut augmenter la quantité de CO2 dans notre corps parce que c'est un composé acide. Comment on augmente ça? C'est en hypoventilant. Parce que plus on expire, plus on va en rejeter du CO2, mais moins on expire, plus on va en garder. Donc c'est hypoventilation. Et de ce fait, le pH va diminuer et va retrouver une valeur normale. En fait, on va augmenter la pression en PCO2 par hypoventilation, ça va augmenter. Donc cette courbe-là, c'est comme si elle remontait. Et hop, on va retrouver le pH normal. Par ailleurs, la courbe d'acide métabolique, enfin ici plutôt, la normale de concentration en bicarbonate, elle est ici. Donc ça va aussi augmenter. En fait, pour savoir, moi je me servais vraiment du schéma pour savoir ce qui allait augmenter en compensant, si la concentration en CO2, la pression en CO2 pardon, ou la concentration en bicarbonate allait augmenter ou diminuer. Je regardais le schéma. On va dire que ça fait un rond comme ça. Et quand on a un point ici, il va se rapprocher le plus facilement de la barre. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir par là. Il va venir par là pour se rapprocher le plus facilement de la barre du pH normal. Donc, de ce fait, là, si il se rapproche plus par là, on a cette courbe-là qui va augmenter, donc augmentation de pression en CO2. Et bah, celle-ci, encore plus, on va être vraiment au-dessus. Donc on a une augmentation de concentration en bicarbonate et une augmentation de pression en CO2. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que si on avait eu, par exemple ici, au contraire, une acidose métabolique pure, quand elle serait compensée pour aller vers la normale, le pH normal, elle irait par là, et à ce moment-là, on aurait une diminution de la concentration en CO2, de la pression en CO2, et une diminution des bicarbonates. Ce serait l'inverse. Et on le voit parce que ce serait en dessous, enfin le point il serait là, mais pour descendre, ça ferait comme un rond, donc ça serait encore plus en dessous d'ici, et de cette courbe-là, et de cette courbe-là. Ça c'était pour trouver plus facilement comment c'était compensé. Et quatrième point, quel est le pH du patient avant compensation? Donc ça, il faut utiliser cette formule-là, pH égale 6,1 plus log de HCO3- sur A fois PCO2. Donc, tout simplement, on remplace les valeurs qu'on avait au début dans la formule et on fait attention au A. Parce que A, c'est une constance qui va être donnée. Et ce qu'il faudra regarder, ce sera les unités pour savoir dans quelle unité on mettra la concentration de HCO3-, si vous avez des calculs à faire. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais si vous avez ce calcul à faire, il faudra vraiment faire attention à ça. Parce que la pression en CO2, il faut bien qu'elle soit dans l'unité qui ira avec l'unité donnée par A. Et pareil pour la concentration en bicarbonate. Et donc là, on trouve 7,43 en pH initial.
Et donc voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice 2. Donc on se retrouve pour l'exercice 3. Une question 1. Concernant le schéma à droite, à quel numéro correspond l'acidose respiratoire? Sous-entendu pure. Question 2. Quelle est la concentration en bicarbonate chez ce patient? Question 3. Comment se trouve l'éthyle compensé? Comment évolue alors le pH, la concentration en bicarbonate et la pression en CO2? Et question 4. Quelles peuvent être les causes de l'acidose respiratoire pure de ce patient? Question 1. Alors, le point 1 correspond à l'acidose respiratoire pure, parce qu'elle se trouve sur la droite de normalisation de la concentration en bicarbonate, et parce que déjà, ça ne peut pas être le point 5. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. On cherche une acidose. Ça doit être inférieur à 7,4, donc il reste le point 1 ou le point 5, et le point 5 est sur l'isobar de la pression en CO2. Donc ça peut pas être une anomalie respiratoire puisque ça va. Donc c'est pas le point 5. Donc c'est le point 1. Et donc voilà, il se trouve sur l'isobar de la droite en bicarbonate, concentration en bicarbonate, et c'est une acidose, donc c'est bien ça. Pour information, on vous rappelle que le point 2 ici, c'est une alcalose métabolique en voie de compensation, que le point 3, c'est une alcalose métabolique pure, que le point 4, c'est une alcalose respiratoire en voie de compensation, et que le point 5, c'est une acidose métabolique pure. Question 2. Quelle est la concentration en bicarbonate chez ce patient? Donc là, c'est la même formule que tout à l'heure, sauf qu'on isole la concentration en bicarbonate. De plus, dans l'énoncé, on vous donne la pression en CO2 en kilopascal. Or, le A, la petite constante là, elle est donnée par millimètre de mercure. Donc il faut bien penser à faire la conversion, qui est ici, qu'on retrouve avec la règle de 3. Et qui nous donne 51,4 mm de mercure, et donc à mettre dans la formule. On trouve comme concentration finale 25,6 mmol par litre. Question 3. Comment se trouve l'éthyle compensé? Comment évolue alors le pH, la concentration en bicarbonate et la pression en CO2? Le pH il va revenir à la normale, donc il va augmenter puisqu'il était inférieur à 7,4, donc il va augmenter. Donc on fait comme ça, c'est le chemin le plus rapide pour revenir à la droite normale du pH. Ça peut pas être comme ça parce que ce serait trop long de faire ça, c'est plus rapide de faire ça. Donc on voit en même temps, c'est au-dessus de l'isobar, donc la concentration en CO2, la pression en CO2 va augmenter aussi, et la concentration en bicarbonate va augmenter aussi. Tout ça, ça augmente. Quelles peuvent être les causes de l'acidose respiratoire pure de ce patient? Une acidose respiratoire, c'est quand il y a une hypoventilation, comme j'expliquais dans l'exercice précédent, qui entraîne une accumulation de CO2. Et ce qui peut provoquer une hypoventilation, ça peut être des atteintes de la fonction respiratoire, comme des obstructions, ou alors des atteintes neurologiques, ou encore des atteintes musculaires. Donc voilà, on a fini pour cet exercice-là, j'espère que ça a été clair. Et puisque c'est mon dernier exercice que je présente, je vous souhaite vraiment du courage, il ne faut rien lâcher, et j'espère que vous allez y arriver, que vous allez être fiers de vous. Bon courage! Bonjour à tous, nous on va corriger donc l'exercice bonus sur le phénomène de Starling. Donc c'est un exercice qui n'a pas été vu en colle ni en ARMA, donc c'est tout à fait normal si vous n'avez pas réussi à le faire. On va reprendre tout ça ensemble et vous allez voir que c'est très simple, c'est vraiment une application du cours du professeur Aide. Donc, chez un patient, le sang arrive par les capillaires artériels avec une pression hydrostatique capillaire, donc notée PCA, de 33 mm de mercure, et sort par les capillaires veineux avec une pression hydrostatique capillaire qu'on va noter PCV de 21 mm de mercure. La pression hydrostatique interstitielle, PHI qui est de 8 mm de mercure, la pression oncotique, donc la pression exercée par les protéines dans le milieu interstitiel, donc notée pi, elle vaut 6 mm de mercure, et la pression oncotique plasmatique pi-c, 25 mm de mercure. Donc, on va commencer par représenter toutes les pressions sur un schéma. Donc ce schéma, il est vraiment classique. Si jamais vous avez un exercice de ce type, ça peut être vraiment bien de le faire pour bien se représenter toutes les pressions. Donc on dessine nos deux rectangles, artère à gauche, veine à droite, le sens d'écoulement du sang donc de l'artère vers la veine.
Et après, on va placer donc nos différentes pressions sous forme de flèches. Donc la pression hydrostatique capillaire artérielle. Donc comme son nom l'indique, elle va s'exercer du capillaire vers le milieu interstitiel. Ensuite, donc la pression hydrostatique capillaire veineuse, c'est la même, simplement elle a diminué. Donc elle s'exerce également du capillaire vers le milieu interstitiel. La pression hydrostatique interstitielle, donc là pour le coup c'est l'inverse, elle va s'exercer vers le capillaire. La pression oncotique capillaire. Alors attention, la pression oncotique, je vous ai dit qu'elle était due aux protéines. Et les protéines, elles vont en fait attirer le flux d'eau. Donc c'est-à-dire que les protéines du compartiment donc, sanguin, donc du capillaire, elles vont attirer le flux d'eau vers le capillaire. Donc elle est dirigée du compartiment interstitiel vers le capillaire. Et de la même façon, la pression oncotique interstitielle, elle va aller vers le compartiment interstitiel. Alors, calculer la pression effective dans les capillaires artériels. Dans quel sens varie-t-elle? Donc la pression effective dans les capillaires artériels, qu'on appelle également pression résultante. Elle se calcule avec la formule suivante, qui est assez basique. Donc pression effective artérielle est égale en fait à la pression hydrostatique capillaire, donc celle qu'on a vue qui vaut 30 mm de mercure, moins la pression hydrostatique interstitielle, moins la pression oncotique capillaire, donc je vous ai dit qui s'orientait donc vers le capillaire, plus la pression oncotique interstitielle. On n'a plus qu'à remplacer par les données qu'on a dans l'énoncé. Donc la pression efficace ou effective artérielle, elle est égale à 33 moins 8 moins 25 plus 6 mm de mercure. Et ça nous donne une résultante de 6 mm de mercure. Et donc attention, ici elle est positive, c'est important pour la suite. Et donc, puisqu'elle est positive, on va avoir un flux sortant qui va être donc orienté du capillaire vers le milieu interstitiel, ce qui est logique puisque le sang va devoir nourrir les cellules qui sont au niveau du milieu interstitiel. Donc le sang nourrit les tissus. Donc là, on a fait le schéma, excusez-moi, avec ici la résultante artérielle qui vaut plus 6 mm de mercure, et donc qui s'oriente vers le milieu interstitiel. Calculez maintenant la pression effective dans les capillaires veineux, et dans quel sens varie-t-elle? Donc ici, on va reprendre exactement la même formule, à ceci près qu'on va changer la valeur de la pression hydrostatique capillaire, qui vaut cette fois-ci 21 mm de mercure. On va donc avoir la pression effective veineuse qui vaut 21 moins 8 moins 25 plus 6 moins 6 mm de mercure. Donc là, puisqu'on a un moins, elle va s'orienter du milieu interstitiel vers le milieu capillaire. Et donc, pareil, on vous a fait un schéma. La résultante veineuse, elle s'oriente donc du milieu interstitiel vers le milieu capillaire, comme je viens de vous le dire. Donc, calculez maintenant la pression effective totale, qu'on appelle aussi résultante globale, et donc discuter le résultat. Donc, la résultante globale, c'est quoi? C'est en fait la pression efficace artérielle plus la pression efficace veineuse. Donc c'est la somme, comme on vous le dit là, des résultantes artérielles et veineuses. Ici, donc, notre résultante artérielle vaut 6 mm de mercure, notre résultante veineuse moins 6, donc notre résultante globale, elle vaut 0. Puisqu'elle vaut 0, on va avoir ce qu'on appelle un équilibre des flux, et c'est logique, puisqu'en fait, il va falloir maintenir l'homéostasie, donc il faut que les milieux donnent autant qu'ils reçoivent. C'est pour ça que la résultante globale vaut 0. Alors, suite de l'exercice, donc 1 an plus tard, ce même patient arrive à l'hôpital avec une douleur dans le mollet. On lui fait une échographie et à l'échographie, on se rend compte qu'il a une phlébite dans le mollet. Donc la pression hydrostatique capillaire veineuse a augmenté, elle vaut désormais 24 mm de mercure. Calculer sa nouvelle pression effective totale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une phlébite, c'est un caillot. Donc un caillot qui va venir obstruer un capillaire. Donc la pression effective dans les capillaires artériels, elle n'a pas changé, donc elle vaut toujours 30 mm de mercure. En revanche, on vous dit qu'il faut calculer sa nouvelle pression effective dans les capillaires veineux. Donc on reprend encore une fois la même formule comme à la question 3. On remplace 21 par 24 et on va trouver moins 3 mm de mercure.
Et là, vous commencez à comprendre le problème. Notre résultante globale, elle vaut 6-3, 3 mm de mercure. Donc elle n'est plus égale à 0, on a perdu l'équilibre des flux. Donc les deux pressions ne s'annulent pas, la résultante globale n'est plus égale à 0 mais bien à plus 3 mm de mercure. Et ça veut dire qu'on va avoir un flux global sortant, donc du capillaire, vers le milieu interstitiel. Hop, voilà notre résultante globale, donc qui est orientée comme la résultante artérielle. Expliquer ce qu'il s'est passé. Donc je vous le disais, une phlébite c'est un caillot dans une veine. Un caillot, il va obstruer la veine et donc empêcher le bon écoulement du sang. Si le sang ne s'écoule pas, il va s'accumuler en amont du caillot et en s'accumulant en amont du caillot, il va faire augmenter la pression hydrostatique capillaire veineuse. Puisque la pression hydrostatique capillaire veineuse augmente, notre pression résultante veineuse augmente. Et donc on va avoir un flux de liquide vers le compartiment interstitiel. Ce flux de liquide vers le compartiment interstitiel va faire gonfler le compartiment interstitiel et c'est ce qui se traduit par des œdèmes. Donc ici on vous a refait le schéma pour bien expliquer. Donc le caillot qui obstrue la veine, le sang s'écoule toujours de l'artère vers la veine, la pression hydrostatique capillaire veineuse augmente. Donc la pression résultante globale n'est plus égale à 0, mais positive, et donc le flux net est sortant. Voilà, c'est tout pour moi.